Je me suis réveillé environné d'une lourde odeur de brûlé et recouvert d'une fine couche de cendre. Mon crâne me lançait comme après la pire des cuites et je me sentais nauséeux. Machinalement, j'ai porté la main au-dessus de mon œil droit et j'ai senti une plaie recouverte d'une croûte encore fraîche. Mon visage était souillé de sang séché. J'avais passé au moins 5 ou 6 heures dans les vapes. La réalité m'a rattrapé et m'a frappé à nouveau, comme la réplique d'un tremblement de terre, et j'ai levé les yeux sur la tour de fer. Mon village était dévasté. Il ne restait plus que des ruines éparpillées par les armes dévastatrices du Horus et une épaisse fumée noire qui montait vers le ciel. J'ai poussé un cri que je voulais un hurlement de rage, mais qui n'a été qu'un couinement de douleur. Je me suis relevé maladroitement. Le monde tanguait autour de moi, et mon premier réflexe a été de tâter la poche intérieure de ma veste. Le cristal de données d'Alexander Yamatov était toujours là. Personne n'avait pris la peine de venir le chercher. Je ne serais sans doute plus de ce monde si ça avait été le cas. La seconde chose que j'ai cherchée était partie. La cathédrale était encore visible, mais beaucoup plus loin au nord, probablement à 5 ou 6 kilomètres au moins. Pourquoi était-elle encore là? Je n'en avais pas la moindre idée. Autant Mandéric était assez clair sur ses objectifs, et malgré sa folie, je pouvais comprendre ses motivations, autant Adélaïde restait un mystère. La corne de feu broutait à quelques mètres de là, probablement pour renouveler ses réserves de flambée utilisées pendant la bataille. Je m'en suis approché en titubant. J'ai grimpé sur son dos en refoulant la nausée, et j'ai fermé les yeux avec force en attendant que le monde cesse de tourner autour de moi. Dès que j'ai senti que je pouvais me déplacer sans vomir, j'ai ordonné à la machine de se diriger vers la tour de fer. J'ai été obligé de la faire marcher au pas, en appréciant l'incroyable fluidité de ses mouvements, le temps de me remettre de ma chute. Petit à petit, j'ai récupéré le sens de l'équilibre, et ma migraine s'est un peu calmée. Mais j'ai eu presque 1 heure pour contempler les dégâts atroces faits par la cathédrale, pour voir les premiers corps, les fragments de corps parfois, qui jonchaient le sol après avoir été projetés par une explosion ou tués pendant qu'ils essayaient de fuir. J'en reconnaissais une bonne partie. Seuls les soldats du culte de Forbes m'étaient inconnus, et je craignais l'instant où je trouverais Anouk ou Ethelstan parmi les cadavres. Adélaïde avait massacré tout le monde. Je suis arrivé à la muraille de la ville, et la corne de feu a grimpé l'une des plaies béantes ouvertes par les armes dévastatrices des anciens. Ici, la plupart des cadavres étaient méconnaissables, vaporisés, brûlés, éparpillés. Il n'en restait plus que des fragments de chair martyrisée que seules leurs armures permettaient d'identifier. J'ai sauté à terre et je suis tombé à genoux. Cette fois-ci, rien n'aurait pu retenir ma nausée. J'ai vomi convulsivement sur les ruines de mon foyer pendant de longues minutes. À la fin, il ne restait plus rien dans mon estomac, mais j'étais encore secoué de convulsions et je peinais pour reprendre mon souffle. Ma tête me faisait tellement souffrir que je voyais des lumières colorées et dansantes dès que j'ouvrais les yeux. Lorsque je me suis enfin relevé, contre toute attente, j'allais un peu mieux. C'était comme si me vider l'estomac m'avait aussi aidé à me vider la tête. Mes pensées étaient plus claires, et j'ai arrêté d'errer dans les ruines au hasard. J'ai noué un foulard autour de ma bouche pour filtrer la fumée épaisse qui montait des bâtiments encore en train de se consumer, et j'ai commencé à vraiment regarder autour de moi. Près du Châtelet, la terre avait été piétinée. Les gens s'étaient précipités là-bas dès que les bombes du Horus avaient commencé à tomber. Des dizaines, des centaines de corps jonchaient le sol carbonisé et recouvert de gravats, mais pas de robe colorée d'Anouk, ni de larges et lourdes épées appartenant à Ethelstan. Par contre, de nombreuses traces de pas s'éloignaient vers le nord. Des traces confuses, parfois en longues enjambées, parfois à piétiner presque sur place. Des traces de mains lorsque certaines personnes avaient trébuché. La fuite avait été chaotique, mais elle avait eu lieu. Le duc avait dû profiter du court répit entre l'arrêt des combats et l'assassinat de Mandéric pour entamer l'évacuation. « Bah tu vois, je t'avais dit qu'il en restait !» a fait une voix rauque derrière moi. « Ouais, j'avais sous-estimé la débilité de ces hérétiques !» a répondu une femme. Je me suis retourné doucement,
sans une once d'inquiétude, ni d'excitation, ni rien. Un néant émotionnel. Je crois que j'étais sérieusement en état de choc. 3 soldats du culte de Forbes me faisaient face, avec de grands sourires que même moi je savais interpréter. Ils étaient satisfaits et sûrs d'eux, forts de leur sentiment de supériorité. Ils se délectaient de leur victoire déjà acquise. « Qui est le plus hérétique ?» ai-je demandé. « Un ignorant qui n'a pas encore été converti ? Ou celle qui a trahi celui qui vous a apporté la parole des dieux ?» La jeune femme, une petite blonde en armure de cuir, a craché par terre. Mandéric était un faible. Il pensait qu'un incroyant faisait toujours un employé potentiel. Les élus de Forbes étaient des dieux de leur vivant, non pas parce qu'ils suivaient aveuglément une poignée de citations, mais parce qu'ils n'hésitaient pas à asseoir leur domination, à se débarrasser de leurs ennemis. C'est le pouvoir qui faisait d'eux des dieux, pas l'inverse. Tu cites Adélaïde, là ? Parce que ces mots me semblent bien compliqués pour qu'ils soient de toi. Elle est restée sans voix pendant que les 2 autres dégainaient leurs épées. Ils avaient perdu leur sourire. Ils s'attendaient à de la peur, à des suppliques, à des larmes et de la souffrance. Pas à ce que je leur tienne tête. Mais je me tenais dans les ruines de mon village, entouré des cadavres de ceux que j'avais connus, même s'ils ne m'avaient pas beaucoup apprécié. Et j'avais une surprise dans ma manche. « Comment oses-tu, hérétique ?» a-t-elle craché. « Vous n'êtes que des abrutis arriérés dans un village de merde. Et crois-moi, Adélaïde va retrouver les quelques trouillards qu'on réussit à fuir, et elle va les massacrer. » Ah, ça c'est de toi par contre. J'avais juste besoin d'un peu plus de temps. Quelques secondes. Pas grand-chose. « Toi et ta grande gueule, tu vas crever aussi !» a-t-elle dit en dégainant son arme à son tour. « Tu as devant toi l'ordre nouveau. À partir de maintenant, ce sera avec nous ou contre nous. Avec la cathédrale, personne ne pourra se mettre en travers de notre chemin. » « La cathédrale n'est pas là, » ai-je murmuré. « Il n'y a que vous 3, avec de simples épées. » La corne de feu est arrivée derrière eux, tout doucement, ses rouages tournant sans le moindre accroc, sans le moindre bruit. Ça a été le choc de ces 2 cornes qui a attiré leur attention, mais il était trop tard. La vague de flammes a englouti les 2 hommes qui étaient restés légèrement en retrait. Ils se sont transformés en torches vivantes, gesticulant et hurlant comme des damnés. La jeune femme, qui n'avait été touchée que par quelques éclaboussures, a étouffé le feu qui prenait dans ses vêtements en se donnant de grandes claques paniquées. J'en ai profité pour mettre une bille dans ma fronde d'un geste habile et instinctif, répété des milliers de fois, 2 points imprimés dans le verre. J'ai tiré au moment où la soldate levait son épée en poussant un rugissement. Elle n'a pas eu le temps de faire un pas. La givre lymphe l'a frappée au niveau du coude et le gel s'est répandu du poignet à l'épaule. Elle s'est arrêtée un instant, la bouche ouverte, incapable de comprendre ce qui lui arrivait, et le poids de son épée a brisé net son bras. Il n'y avait pas de sang qui coulait de son moignon gelé, et elle le regardait fixement, l'air perdu. Je suis passé à côté d'elle, et j'ai enfourché ma monture. Je n'avais plus rien à faire ici. Il fallait que je retrouve les survivants du village. Je suis parti, et au bout de quelques instants, j'ai entendu derrière moi le son d'un corps qui s'écroule. Je n'avais jamais vu ça. Du moins, je n'en avais jamais vu dans la nature, car j'en avais bel et bien vu un lors de notre visite à la cathédrale avec Ethelstan. Un corrupteur. Une machine haute comme 2 hommes, campée sur 4 pattes et possédant une longue queue recourbée au-dessus de sa tête. Mais surtout, une machine capable de reprogrammer les autres machines. De faire ce que j'avais fait avec ma corne de feu, mais pour les rendre agressives, pour les faire attaquer une cible précise ou défendre un objectif donné. Si les Horus étaient les généraux du fléau pharaon, les corrupteurs en étaient ses capitaines.
J'étais toujours assis sur ma monture, campé sur le haut d'une petite butte probablement formée sur une vieille ruine dépassant du sol, et je les observais, loin en contrebas. Le corrupteur, accompagné de 2 autres machines dont je ne connaissais pas le nom, des bipèdes agiles et massifs, aux membres terminés par de grosses griffes acérées. Leurs longues mâchoires étaient garnies de dents mobiles, probablement capables de déchiqueter de la chair humaine en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Adélaïde avait libéré les machines de combat contenues dans le ventre de l'Horus, et elles erraient dans Paris à la recherche de survivants. Ce n'était pas une attaque ciblée, c'était un massacre calculé, une vengeance froide et violente contre ceux qui avaient osé résister au culte de Forbes. Cette psychopathe allait nous faire regretter Mandéric et sa folie des grandeurs. J'espérais que les autres villages sur les terres du duc avaient pu être prévenus et que leurs habitants s'étaient retranchés chez eux. Avec un peu de chance, ils étaient suffisamment éloignés pour être en dehors du périmètre de recherche des tueurs mécaniques. J'ai contourné largement le corrupteur et ses sbires avant de revenir sur la piste que je suivais. Des empreintes de pas, certaines marquées, d'autres traînantes, des traces de sang et parfois un cadavre laissé dans les fourrés, recouvert d'une légère couche de fougère pour unique linceul. J'étais certain qu'en soulevant la maigre sépulture, j'aurais encore reconnu des visages. Mais je n'ai pas troublé leur dernier repos. À quoi bon? Les derniers survivants de la tour de fer n'avaient eu le temps ni d'enterrer leurs morts, ni de couvrir leurs traces. Heureusement que les machines qui les traquaient n'étaient pas configurées pour suivre une piste ou pour enquêter, juste pour patrouiller et détruire. Ils avaient tout de même fait un détour par les rives de la Seine et avaient marché dans l'eau pendant quelques kilomètres. C'était une bonne tactique, mais pas suffisante pour que je les perde. J'ai mis une demi-journée, mais j'ai retrouvé leur cachette. Dans une haute colline, autrefois appelée butte Montmartre, se découpait une ouverture qui avait été grossièrement masquée avec la carcasse d'un vieux véhicule. Une trace de sang séché sur la porte avant, à peine visible au milieu de la rouille, avait vendu la mèche. Je suis entré dans la longue épave recouverte de végétation et j'ai remonté l'allée centrale, bordée de 2 rangées de sièges de chaque côté, jusqu'à arriver à l'arrière, où la fenêtre donnait directement sur l'entrée des catacombes. Je connaissais l'existence de cet endroit étrange, un cimetière gigantesque, où s'entassaient les crânes et les ossements jusqu'à former les murs et le sol. C'était sordide, et il n'y avait pas grand-chose à glaner pour un fouinard comme moi. Je n'avais donc pas exploré la nécropole grande comme une ville. Cette fois, je n'avais pas le choix. Alors je suis entré dans la cité des morts. J'ai remonté les couloirs bordés d'ossements, en tendant l'oreille. C'était sans doute l'un des seuls endroits qui n'avait pas beaucoup changé depuis le temps des anciens. Je m'imaginais, parisien, explorant ces galeries avant la destruction du monde par le fléau Pharaon et sa renaissance des siècles plus tard grâce au projet Ob-Zero. Je faisais comme s'il y avait, au-dessus de ma tête, toute une cité bruyante de vie, d'animation, de richesse et de laisser pour compte. Tout un monde qui, dans sa recherche du bonheur, courait droit vers sa destruction. « Plus un geste !» a aboyé une grosse voix que j'ai instantanément reconnue. « À genoux, les mains sur la tête !» 3 hommes, sales et plus ou moins blessés, avaient jailli depuis les ombres pour se dresser en travers de mon chemin, épée au clair. Je les voyais plisser les yeux face à l'éclat aveuglant de ma lanterne à flamber, et j'ai souri, plus soulagé encore que je ne l'aurais cru. Eux, ils étaient trop éblouis pour me reconnaître. « Si tu veux, Ethelstan, » ai-je répondu, « mais je trouve que c'est pas une façon très sympa d'accueillir un... » Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. L'imposant guerrier a lâché son épée, fait 3 pas de géant et m'a serré contre lui dans une étreinte digne d'un ours en colère. Il me tapait dans le dos avec tant de force que j'ai cru que mes côtes n'allaient pas supporter le choc. « Arel, t'es vivant !» s'est-il exclamé. « Mais comment ?» Il a reculé un peu et contemplé mon visage, recouvert de sang séché. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais pas pris la peine de me laver. « Rien de grave, mon ami, » ai-je dit. « Je suis tombé de ma monture et j'ai perdu connaissance. Lorsque je suis revenu à moi, le village, Je sais. Mandéric t'a trahi. C'est
T'es à prévoir, mais je comprends que tu aies tenté le coup. Certains ont cru que tu avais déserté. Tu ne devineras jamais qui a été le premier à prendre ta défense. Toi? Non, j'étais dans les vapes. C'était Cred. Il paraît que tu lui as sauvé la vie à cet abruti. J'ai hésité. Bah, ça s'est passé très vite. Le capitaine a éclaté de rire en me donnant une grande claque sur l'épaule. J'ai vacillé, mais pour une fois, un contact avec un autre être humain n'a pas été désagréable. J'étais heureux de retrouver Ethelstan en vie, et je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup d'efforts, inconsciemment, pour ne pas songer à son sort pendant que j'étais sur la route. « Viens, m'a-t-il dit, le duc va vouloir te voir. » Il m'a guidé à travers les galeries de la nécropole des anciens, longeant plusieurs alcôves où étaient installés les survivants de la tour de fer. J'en ai compté plusieurs dizaines, dont la moitié environ étaient blessés à divers degrés. Combien ai-je commencé ? 74, a répondu Ethelstan d'une voix sombre. 75 maintenant. Je n'ai rien dit. À peine plus d'une personne sur 10. J'étais à la fois soulagé, accablé et enragé. On est entré dans une grande pièce au centre de laquelle un sarcophage de pierre trônait, contre lequel on avait installé une couchette un peu plus élaborée que les autres. Il était allongé, Anouk, fatiguée et affaiblie mais bien vivante, penchée sur lui, en train de lui refaire un bandage. Les yeux de la guérisseuse ont brillé, et un rare sourire a illuminé ses traits parcheminés lorsqu'elle m'a vu. J'ai manqué de défaillir tellement j'étais heureux qu'elle ait survécu. Elle a reculé d'un pas pour laisser le duc Leinvernard se redresser. Il s'est assis, le dos appuyé contre l'antique cercueil. Une longue plaie courait au milieu de son visage, et son bras droit manquait, coupé au niveau du coude. « Arel !» a-t-il dit d'une voix faible, si faible comparée à ce qu'elle était la veille encore. « Je suis content de voir que tu as survécu. Tu as fui la bataille pour donner le cristal à notre ennemi. » Anouk avait baissé la tête. Ethelstan se tenait droit comme un i à mes côtés, et j'ai senti un frisson me remonter la colonne vertébrale. Avais-je fait tout ce chemin, non pas pour retrouver mes amis, mais pour être condamné par le duc ? Il a noté mon hésitation, et probablement l'accès de panique qui a traversé mes yeux. « Je ne t'en veux pas, Arel. Je sais que tu étais motivé par de bonnes intentions, même s'il était assez évident que Mandéric trahirait ta confiance. »« Il ne m'a pas trahi, me suis-je défendu en sortant le cristal de sous ma veste. Il était prêt à partir, j'en suis certain. Nous n'étions rien à ses yeux, et notre massacre n'aurait été qu'une perte de temps, d'énergie et de munitions. C'est lui qui a été trahi. » Ethelstan m'a regardé avec de grands yeux. « C'est la brune aux yeux fous, c'est ça ?» Oui, j'en aurais mis ma main à couper lorsque j'ai vu le Horus se retourner contre son maître. Le duc est resté impassible, pour autant que je puisse en juger, mais j'ai aussitôt regretté mon choix de mots. Anouk a levé les yeux au ciel, et j'ai senti le rouge me monter aux joues. J'ai bafouillé. Oui, et puis j'ai croisé 3 d'entre eux qui cherchaient des survivants pour les achever. Ils me l'ont confirmé, juste avant de mordre la poussière. Je sais pas trop pour ses yeux, mais c'est bien elle. C'est Adélaïde. Elle a pris le contrôle de la cathédrale et tué son maître. Elle n'a même pas daigné essayer de récupérer le cristal de données. « Ça se tient », a confirmé le capitaine. « J'ai pu la voir de près lorsque nous sommes montés dans le Horus, et elle n'a pas toute sa raison. Elle a le sourire d'un ange de glace et le regard d'un démon avide de sang. »« Alors, » a répondu Leinvernard d'un air sombre, « il va falloir l'arrêter. Elle et ses machines, elle et son armée. Et il n'y a que vous deux pour y arriver. » Ethelstan et moi sommes restés sans rien dire, abasourdis par l'ampleur de la tâche, mais ne trouvant aucun argument pour contredire le duc. La corne de feu galopait entre les ruines de Paris, les lianes fouettaient nos visages, les ronces essayaient de la retenir, mais rien ne semblait pouvoir la ralentir.
Ethelstan était accroché derrière moi, et il commençait à s'habituer un peu à la sensation extraordinaire provoquée par la course de la machine. Ses bras crispés autour de ma taille au début de notre route se relâchaient petit à petit. « Tu as dit que t'avais une idée ?» m'a-t-il crié dans les oreilles. « Oui, je ne vois qu'une seule chose capable de se mesurer à un Horus. Enfin, pas de se mesurer en termes de combat, bien sûr, mais en termes d'influence. » « D'influence ? Mon focus peut changer la façon de penser de certaines machines. C'est comme ça que j'ai dompté cette corne de feu. Mais c'est très limité. D'autres choses, par contre, ont une capacité à le faire bien plus importante. Comme la cathédrale, lorsqu'elle rend folle toutes les tournoyantes et leurs gardiens. Ah, et tu voudrais monter une armée pour prendre le culte de Forbes d'assaut ? Non, je ne crois pas qu'il y aurait assez de machines dans tout le bassin parisien pour le faire. Mais je crois qu'il existe une créature suffisamment extraordinaire pour que ce soit son influence qui agisse sur le Horus, et pas l'inverse. Oh, a-t-il dit pensif, tu penses au grand coup, c'est ça ? J'ai souri. Je savais bien que le capitaine n'était pas qu'une brute sans cervelle. Ouais, il ne fait rien d'autre que tourner autour de l'ancienne cité. On lui connaît aucune fonction. Il ne laboure pas, ne plante pas, ne recycle pas, ne produit rien. Chaque être vivant, qu'il soit animal, végétal ou mécanique, a son utilité dans le cycle de la vie. C'est tout un système qui s'équilibre de lui-même. Dans les données d'Alexander Yamatov, je crois que les anciens appelaient ça un écosystème. Mais le grand coup, de mémoire d'homme, il n'a jamais rien fait d'autre que de tourner en rond. Je crois qu'il est le lien qui relie toutes les machines. Ethelstan est resté silencieux un court instant avant de reprendre. « Et tu es sûr de toi ? C'est l'avenir de tout le duché que tu joues. » J'ai senti la grosse boule lourde et glacée grossir dans mon ventre. « Non, je suis certain de rien du tout, mais j'ai aucune autre idée. » Il a dû sentir ma détresse. J'ai senti sa main droite serrer mon épaule. « Si quelqu'un peut nous tirer de là, c'est bien toi. Je te soutiendrai, quoi que tu fasses à Harel. Je te dois la vie, je te rappelle. Et si l'idée du grand coup ne fonctionne pas, tu en trouveras une autre, je te fais confiance. » Ça m'a réchauffé le cœur. Mais j'espérais quand même que ma première idée fonctionnerait, car je n'en avais vraiment pas d'autre en réserve. Que faire contre un titan commandé par une folle furieuse ? Soudainement, mon focus a détecté quelque chose. Une série d'icônes violettes venait d'apparaître, m'indiquant la présence de machines hostiles de l'autre côté d'un mur de pierre moulée couvert de lierre. J'ai arrêté la corne de feu et fait signe de ne pas faire de bruit à Ethelstan. Il m'a suivi pendant que je contournais l'obstacle à pied, les jambes fléchies, l'air vigilant. J'ai grimacé un peu en entendant son épée cogner contre son armure avec un bruit métallique, mais il l'a aussitôt agrippée d'une main ferme pour l'empêcher de bouger. Je doutais fortement qu'une quelconque machine ait pu nous détecter simplement à cause de ce tintement. J'ai continué d'avancer jusqu'au bord du mur. J'ai levé la tête, doucement, jusqu'à apercevoir le corrupteur, accompagné de ces deux monstruosités. J'ai froncé les sourcils, perplexe. Le focus m'indiquait plus que ces 3 contacts. 4 autres étaient clairement affichés, mais ils restaient invisibles. J'ai d'abord pensé à des furtifs, mais sous le soleil, totalement à découvert, j'aurais dû reconnaître le miroitement de leur système de dissimulation. Peut-être un souci avec l'appareil accroché à ma tempe ? Après tout, il avait environ 1000 ans. À moins que je ne sache simplement pas m'en servir. J'ai commencé à chercher dans les options lorsque la voix d'Ethelstan a murmuré à mon oreille. « Il se dirige droit vers la demeure des princes. »« Oh merde !» me suis-je exclamé, un peu trop fort, en réalisant qu'il avait raison. J'ai fait afficher leur trajet. Ils partaient effectivement tout droit vers le sud-ouest, et aussi loin que je pouvais le voir avec le focus, ne prévoyaient pas de changement de direction. « Il faut qu'on les prévienne !»« Ah, notre mission, » a grogné Ethelstan, visiblement déchiré par le dilemme. « Notre mission, c'est de défendre les terres du duc. La tour de fer est déjà tombée. Si la demeure des princes suit, que restera-t-il à sauver ?»« Le palais est la grande butte, » a maugréé le capitaine. « Mais tu as raison, Harel. On ne peut pas poursuivre notre chemin sans rien faire. Il faut au moins les prévenir pour qu'ils s'enfuient. »
Nous avons sauté sur la corne de feu et je l'ai faite courir le plus rapidement possible. Avec le poids du capitaine en plus sur son dos, elle n'atteignait pas les vitesses affolantes qu'elle atteignait avec moi seul, mais c'était déjà impressionnant. Il fallait contourner le corrupteur et sa bande avec suffisamment de marge pour qu'ils ne nous repèrent pas, sinon ils accéléreraient eux aussi, et nous n'aurions fait que précipiter l'attaque sur la demeure des princes. Nous avons longé un bloc d'immeubles effondrés qui formait un îlot dense et compact de pierres moulées et de végétation. Nous sommes passés sous la grande porte, une arche gigantesque dont la partie haute s'était effondrée depuis longtemps. Puis nous avons foncé vers le sud en longeant le fleuve. Ce trajet nous a permis de nous éloigner assez du groupe de machines hostiles, tout en nous permettant d'avoir un terrain relativement plat sur lequel la corne de feu pouvait galoper sans encombre. Il nous a fallu 4 heures pour rejoindre la demeure des princes, 4 heures pendant lesquelles le corrupteur aussi avait avancé. Mais impossible de dire à quel point il était largement hors de portée de mon focus, qui avait perdu sa trace depuis longtemps. Le village fortifié s'est dévoilé sous nos yeux, une structure ovale aux murs gigantesques construits par les anciens eux-mêmes. Évidemment, l'enceinte était à moitié détruite lorsque nos ancêtres avaient décidé de s'y installer, mais la structure restait solide et massive, un support idéal pour des fortifications métalliques prises sur des cadavres de machines. C'est ainsi qu'était née la demeure des princes, un ancien terrain de spectacle qui avait été reconverti en une bourgade presque imprenable. Imprenable par des hommes. Je doutais fort qu'elle puisse résister à un corrupteur et à sa clique. Lorsque nous avons galopé vers la porte, nous avons constaté qu'elle était fermée et qu'il n'y avait personne dehors. Les champs, presque à terme comme les nôtres en cette fin d'été, étaient parfaitement déserts. Nous nous sommes arrêtés devant les douves et nous avons mis pied à terre, pendant que le garde en faction en haut des remparts nous étudiait. « Capitaine Ethelstan » s'est-il étonné au bout de quelques secondes. « C'est bien moi. Nous devons voir la comtesse au plus vite !» Le pont-levis s'est abaissé en grinçant, désespérément lent. J'estimais que nous avons gagné 1 heure environ sur les machines, sans doute pas beaucoup plus, et peut-être nettement moins. Nous avons marché jusqu'à la herse, mais elle est restée fermée. Un groupe de 5 soldats s'était regroupé derrière, leurs armes à la main. « Ouvrez, c'est urgent !» a ordonné Ethelstan. « Vous êtes arrivé assis sur une corne de feu !» a fait une voix féminine derrière les soldats. La duchesse Lorica Prestevent arrivait à grands pas. Elle s'est plantée devant la grille et nous a dévisagés froidement. Pas très grande, mais arborant une musculature ferme et une charpente solide, elle dégageait un charisme indéniable dans son armure noire, une longue lance effilée accrochée dans son dos. Ses cheveux presque rasés soulignaient son regard sombre et lui donnaient un air dur. « Duchesse, je... » a hésité Ethelstan. « Oui, nous sommes arrivés à dos de machine. Mon ami Harel, qui m'accompagne, est capable de ce prodige grâce à l'appareil qu'il a sur la tempe. Nous venons de le trouver et nous découvrons encore ses capacités. Mais je crains que ce ne soit pas le sujet de notre visite. Il faut que vous quittiez la demeure des princes et que vous vous mettiez à l'abri. » « C'est hors de question, » a répondu Lorica, laconique. J'ai tenté ma chance. « Un groupe de machines arrive pour vous attaquer. Un corrupteur est à leur tête. Elles sont conçues pour le combat et programmées pour vous massacrer. Nous pourrons vous expliquer sur la route, mais il faut absolument évacuer. »« C'est toujours hors de question, » m'a-t-elle coupé. « Si vous le souhaitez, j'accepterai votre aide pour la défense du village. Sinon vous pouvez vous enfuir, je le comprendrai. Nous savons que vous avez été attaqué par un Horus, et nous avons bien remarqué que les machines devenaient agressives. Nous nous sommes préparés pour cette bataille. Nous défendrons notre foyer, ou nous mourrons en essayant. »« Et nous serons à vos côtés !» s'est exclamé Ethelstan, galvanisé par le discours et par la perspective d'une défense héroïque. La priorité de notre mission venait d'être revue à la baisse, visiblement. Mais ce n'était pas pour me déplaire. Je suis ravi d'apprendre que le duc Vernard est en vie, ainsi qu'une partie des vôtres, et je vous présente mes condoléances pour vos morts.
La duchesse Prestevant ne semblait pas s'inquiéter pour la bataille à venir. Elle restait d'un calme froid et analytique, sombre mais pas désespérée, prête à payer le prix de sa liberté. Derrière elle, les hommes et les femmes de la demeure des princes se préparaient au combat. Ils transportaient des jarres de différentes couleurs et de lourdes caisses. Ils amenaient des gerbes de flèches acérées sur les remparts, renforçaient la porte, aiguisaient leurs armes. Personne ne restait sans rien faire. Ils n'étaient pas très nombreux, moitié moins que nous ne l'étions à la Tour de Fer, mais leur degré d'organisation laissait pantois. « Je vous remercie, comtesse », a répondu Æthelstan sur un ton formel. Elle nous a accompagnés jusqu'en haut des murailles, impressionnantes, construites sur les ruines du bâtiment des anciens dont la structure en pierre moulée était épaisse, robuste et avait traversé les siècles sans perdre de sa solidité. La demeure des princes avait les meilleures fortifications que je n'avais jamais vues et dont je n'avais jamais entendu parler. « Mais ce sont... » a commencé le capitaine en écarquillant les yeux. Montés sur des trépieds d'acier et placés à intervalles réguliers, de gros canons volés à des machines brillaient sous la lumière crue du soleil d'été. Des caisses de munitions étaient posées à côté et leurs servants vérifiaient fébrilement leur bon fonctionnement. « Oui », a sobrement répondu Lorica Prestevant, sans sembler s'en émouvoir. « Puis-je vous demander où vous vous êtes procuré de telles armes ?» a demandé Æthelstan, que je sentais un peu tendu. « Vous pouvez. Après tout, vous êtes le capitaine de la garde du duc, et je ne suis que la comtesse de la demeure des princes. » Même moi, j'ai senti le sarcasme. « Nous les avons achetés, » a-t-elle poursuivi. « Je sais que le duc n'aime pas traiter avec les nocturnes, mais je pense que la défense de mes terres vaut bien ce petit déshonneur. » Après une courte hésitation, Æthelstan a éclaté de rire et a secoué la tête, acceptant sa défaite de bonne grâce. « Je ne discuterai pas ce point, » a-t-il répondu avec le sourire. « Surtout pas aujourd'hui. » J'ai vu un point violet apparaître sur le faîte d'une colline au loin. J'ai reconnu le symbole aussitôt. C'était mon focus qui m'indiquait la présence du corrupteur. « Ils arrivent !» ai-je annoncé sombrement en tendant le doigt. Lorica Prestevant a froncé les sourcils, sa main en visière pour se protéger du soleil, en essayant de les voir. Les soldats autour de nous ont fait pareil. Seul Æthelstan m'a regardé moi. « Là-bas, il y a quelque chose qui bouge !» s'est soudainement exclamé une archère. « Vous êtes sûr que c'est bien les machines dont vous nous avez parlé ?» a demandé la comtesse. « Vous avez de sacrément bons yeux. » « Absolument certain, mais ce ne sont pas mes yeux qui ont fait le travail, c'est le focus. » J'ai tapoté l'appareil à ma tempe. Je l'avais programmé pour qu'il suive en priorité ce groupe de machines. Il me les a indiquées dès qu'elles ont été à portée de détection. Elle a jeté un coup d'œil au capitaine, qui a hoché la tête. « Très bien. Je ne prétendrai pas avoir compris ce que vous avez dit, mais je vous fais confiance. Sergent, sonnez le branle-bas de combat !» Un son de cloche a retenti, et l'activité qui était déjà intense s'est fait frénétique. Les soldats ont convergé vers les fortifications, pendant que les citoyens qui ne pouvaient pas se battre se repliaient vers le fortin situé au centre du village, construit en cercle concentrique. À chaque fois qu'ils passaient un anneau de maison, ils bloquaient les rues avec des barricades qui avaient été construites à l'avance, puis poussées le long des murs. Ils ne laissaient qu'un étroit passage pour que les soldats puissent se replier si nécessaire. En à peine un quart d'heure, le village était divisé en 3 anneaux isolés les uns des autres, et les machines avaient parcouru la moitié du chemin. Maintenant, tout le monde les voyait. Le corrupteur dominait de sa taille une véritable foule de machines enragées. Lui et les 2 créatures bipèdes aux griffes acérées et aux mâchoires garnies de dents tournoyantes, que je décidai d'appeler des gueules de scie, étaient maintenant accompagnés de tout ce qu'elles avaient pu recruter sur leur chemin. La plupart d'entre elles étaient des fourrageurs classiques, accompagnés de leurs gardiens, mais il y avait aussi des modèles plus rares, plus gros, plus solides et plus dangereux. J'ai frémi en les comptant. Il y en avait au moins 80, contre à peu près autant de défenseurs. Le ratio n'était pas du tout en notre faveur. Mais de toute façon, il était trop tard pour reculer, trop tard pour s'enfuir, même avec l'aide de la corne de feu. Il y avait trop de machines dans cette armée qui couraient aussi vite qu'elle. Certaines étaient même de ses semblables, et elles n'auraient pas 2 êtres humains à porter sur leur dos.
Le martèlement des sabots d'acier faisait comme un interminable roulement de tonnerre, et j'aurais juré que la vitesse de l'assaut augmentait au fur et à mesure qu'elles approchaient. Je savais bien que ce n'était qu'une question de perspective, mais l'effet restait saisissant, autant que terrifiant. La bataille était imminente. « Artillerie !» a crié la comtesse. Leurs servants ont armé les canons des machines. Un concert de cliquetis métalliques et de chocs de culasse a crépité un instant, puis s'est tu. Ils étaient prêts. Un homme pour recharger, un autre qui se tenait derrière, doigt sur la détente. Les visages fermés, les teints pâles, les mains tremblantes, mais s'interdisant de flancher. La marée de machines de guerre arrivait sur les murailles. 100 mètres, 70, 50. Elles galopaient, couraient, rampaient en une masse grouillante et brillante, les reflets du soleil sur leur blindage se disputant à l'éclat de leurs lumières internes. Feu! Un déluge de projectiles est tombé des remparts, des pointes d'acier, des rayons d'énergie, de lourds obus explosifs. Il y avait 9 canons, et seuls 3 d'entre eux étaient identiques. Ils n'avaient qu'un seul point commun, leur efficacité. Les anciens avaient vraiment conçu des armes redoutables. Les impacts faisaient miroiter des gerbes d'étincelles, de flammes ou d'éclats de blindage qui volaient dans tous les sens, et une véritable pluie de flèches venait compléter ce déluge mortel. Certaines machines tombaient, mais elles étaient aussitôt remplacées par celles qui les suivaient. Pas de peur ni d'instinct de survie pour les freiner. Aucune d'elles n'avait la moindre hésitation. Le corrupteur et ses 2 gueules de scie restaient en arrière, laissant les machines qu'ils avaient reprogrammées prendre le gros de notre puissance de feu à leur place. Des jets d'acide et de flammes remontaient le long de la muraille, nous brûlant les sourcils et rendant l'air presque irrespirable. Ils couvraient un groupe de semeurs qui poussaient de la terre dans les douves, avec leurs cornes qui servaient de pioches et leurs plaques frontales qui servaient de pelles. Ils les comblaient à une vitesse effroyable. Les impacts et les produits chimiques rendaient la surface de la muraille de plus en plus irrégulière, permettant aux gardiens et à d'autres machines petites et agiles de grimper de plus en plus haut. Les archers se penchaient le plus rapidement possible pour décocher leurs flèches aux pointes acérées avant de reculer pour se mettre à l'abri. Pour le moment, ils arrivaient à repousser la horde, mais l'armée réunie par le corrupteur était suffisamment imposante pour pouvoir se permettre de lourdes pertes. « Catapulte !» a crié Lorica Prestevant. Une série de paquets vaguement ronds est passée au-dessus de nos têtes, largement en cloche, pour retomber au milieu de l'armée mécanique. Des explosions ont retenti et des flashs lumineux nous ont éblouis. Des vagues de flammes, de glace ou d'acide aspergeaient nos ennemis, les fragilisant ou les ralentissant pour que les artilleurs puissent les mettre en pièces plus facilement. J'ai commencé à croire que nous pourrions gagner, lorsqu'une série de 4 symboles violets est passée à travers la muraille. Je n'ai pas compris, c'était parfaitement impossible. Aucune machine ne peut traverser 2 mètres de pierre moulée et de renforts métalliques. Peut-être que le focus n'était pas aussi fiable que je le pensais. Après tout, rien n'est infaillible. La comtesse s'était éloignée pour réaffecter les premiers artilleurs qui tombaient à court de munitions. 3 canons s'étaient déjà tus, et malgré le carnage indéniable qu'ils avaient déjà fait, j'aurais aimé qu'ils tiennent un peu plus longtemps. Il restait les 2 tiers de l'armée de machines à gratter les murailles, avec un mépris total pour leurs propres existences. Malgré le chaos devant moi, mon regard restait attiré par les 4 symboles qui progressaient dans le village. Pour l'instant, le focus ne m'avait jamais fait défaut. Il ne m'avait jamais indiqué quelque chose qui n'était pas là. « Ethelstan, avec moi !» ai-je crié soudainement. Le capitaine, penché au-dessus du rempart avec un arc qu'il avait emprunté, s'est retourné et m'a suivi sans poser de questions. Décidément, j'appréciais de plus en plus sa présence. J'aurais pu explorer les ruines de Paris à ses côtés avec plaisir, malgré mon goût plus que prononcé pour la solitude. J'ai dévalé les marches qui permettaient d'accéder au chemin de ronde, et j'ai foncé à la suite des échos invisibles. Ils ne se déplaçaient pas en ligne droite et semblaient chercher quelque chose sans s'éloigner des fortifications. Nous nous rapprochions vite, mais je ne voyais toujours rien. Au détour d'une maison construite en bois peint, nous avons vu 2 femmes, sans armes ni armure, qui portaient des caisses de flèches et de grenades à flamber, s'arrêter net en regardant leurs pieds d'un air surpris.
J'ai à peine eu le temps de remarquer que le sol tremblait avant qu'un groupe de machines n'en jaillisse dans une explosion de terre et de cailloux. L'une des femmes ne s'est sans doute même pas rendu compte qu'elle était morte. Une créature au long corps effilé et agile, montée sur 4 pattes parfaites pour creuser, a refermé sa gueule sur sa nuque, qui s'est brisée net en faisant un bruit sinistre. Elle s'est effondrée comme un pantin dont on a coupé les fils, et son ami a poussé un hurlement glaçant. Une autre machine s'apprêtait à lui sauter dessus, et j'ai fait claquer ma fronde juste à temps. La bille de Givrelinf l'a frappé en plein museau et la glace l'a aveuglé. Elle est passée largement à côté de sa victime et les 4 monstres d'acier, qui ressemblaient à des gardiens souterrains, se sont tournés vers nous. « Eh ben, ça, c'est nouveau !» a grogné Ethelstan en dégainant sa lourde épée. « Des serpents taupes mécaniques lâches et sans honneur. Allez, venez vous en prendre à quelqu'un de votre taille, saloperie !» À vrai dire, il était un peu plus gros que les machines, mais elles étaient 4, fortes et agiles, et nous n'étions que 2. D'un geste preste, j'ai plongé la main dans mon sac de munitions où m'attendaient, bien rangées entre les épaisseurs de mousse anti-choc, les autres billes pour ma fronde. La Givrelinf faisait son travail et ralentissait nos agresseurs, mais elle ne leur faisait pas bien mal. J'ai hésité un court instant, du feu ou de l'acide aurait causé bien plus de dégâts, mais je préférais affronter les serpents taupes les uns après les autres. J'ai glissé une nouvelle bille et j'ai tiré vers la machine intacte la plus éloignée de nous. Je les ai séparés en 2 groupes, le premier qui traînait en essayant de se débarrasser de la glace qui couvrait leur tête et leur capteur, et le second qui arrivait au contact. J'ai à peine eu le temps de dégainer ma lance avant que l'une des machines fouisseuses ne me saute dessus. Ethelstan était suffisamment occupé avec l'autre et ne pouvait pas m'aider. J'ai roulé sur le côté et mis un coup dans les engrenages de ses pattes. Il y a eu un bruit sec et la créature mécanique a roulé au sol avant de se relever. Je n'ai pas attendu. Leurs 2 amis ne mettraient pas longtemps à arriver et j'ai fondu sur elle en frappant le plus rapidement possible pour l'empêcher de se ressaisir. Le capitaine avait opté pour une autre technique. Il s'était dressé tout droit et a attendu l'assaut. Au moment où la machine bondissait avec agilité, ses longues griffes fouisseuses tendues en avant, il a abattu son épée avec une force colossale. Le crâne d'acier s'est fendu tout net et elle s'est effondrée à ses pieds. Il a pu accueillir son ennemi suivant et dévier son saut d'un large coup circulaire. Mais moi, je n'ai pas achevé la première taupe suffisamment vite. Du coin de l'œil, j'ai vu un éclair chromé essayer de me prendre à revers en bondissant vers ma nuque comme il l'avait fait pour la première femme tombée sous ses coups. J'ai vu le sang sur ses dents et je me suis rappelé le bruit des cervicales broyées comme si c'étaient les miennes qui cassaient. Mais ma lance était coincée dans l'œil de ma victime et je n'allais pas avoir le temps de la retirer. J'ai hésité. Fallait-il lâcher mon arme pour me jeter sur le côté, quitte à me retrouver à main nue pour le reste du combat, ou chercher à la retirer d'un coup sec? Je n'ai pas réfléchi longtemps, juste un fragment de seconde, un battement de cils, le temps d'un fugace éclair, sans même avoir conscience de le faire. Mais dans un combat, la moindre hésitation est fatale, et je tournais encore le dos à la taupe lorsqu'elle s'est jetée sur moi. Un reflet de lumière fugace a brillé, tombant depuis une fenêtre du second étage, et une lourde pointe s'est plantée dans son flanc, la déviant juste assez pour qu'elle tombe devant moi. J'ai arraché la pointe de mon arme du crâne déjà sans vie, et j'ai frappé au niveau de son cou, avant de tourner la lance d'un quart de tour pour élargir la plaie. Ethelstan se relevait lui aussi, dominant 2 cadavres de machine, et nous avons tous les 2 tourné la tête vers le bâtiment d'où était venue la lance salvatrice. Une jeune femme, qui ne devait pas avoir plus de 15 printemps, m'a jeté un timide sourire et a fait un geste comme pour me saluer. Je me suis incliné très bas, avant de porter la main à mon cœur. Je lui devais probablement la vie. « Tu vois d'autres de ces saletés avec ton focus, Harel ?» m'a demandé le capitaine. « Non, j'espère bien que c'étaient les seules. Si nous n'avions pas été là, elles auraient pu faire un carnage en s'en prenant à des gens isolés. » et en replongeant avant l'arrivée des guerriers. Un son de cloche a déchiré le tumulte de la bataille, et un grincement métallique caractéristique est aussitôt parvenu jusqu'à nous. C'était, sans aucun doute, le bruit d'une herse qui se lève. La comtesse avait ordonné qu'on ouvre la ville, et donc qu'on laisse entrer les machines.
Ethelstan et moi nous sommes jetés un regard incrédule avant de partir vers les remparts. Une voix aiguë, presque douce, nous a interrompus. « Non !» a crié la jeune femme, toujours à sa fenêtre. « Venez, montez !» Nous avons obéi. Après tout, nous n'étions pas à la tour de fer, et les défenses avaient l'air très bien organisées. Le capitaine a presque enfoncé la porte d'un coup d'épaule, et nous nous sommes précipités dans l'escalier pour grimper à l'étage. « Par là !» nous a interpellé ma sauveuse dans le couloir. « On est de l'autre côté. Je suis venu ici parce que j'avais entendu un cri. » Elle nous indiquait les pièces situées à l'opposé de la maison. En y entrant, nous avons constaté qu'un grand nombre de lances et de grenades à flamber étaient stockées là, et que leurs fenêtres donnaient sur la voie principale qui débouchait sur la herse. Les soldats étaient en train de se replier, en bon ordre, groupés, en posant des pièges sur leur chemin. Ils ont reculé jusqu'à la première barricade qu'ils ont refermée derrière eux. Le premier cercle, les murailles de la demeure des princes, étaient tombées. Il en restait 2. A fait la voix un peu timide de la jeune femme. « Je suis Maëlia, et voici mon frère Randall. Vous pouvez prendre des lances si vous voulez, pour nous aider. Je n'avais même pas remarqué le jeune garçon caché derrière les robes de sa sœur. J'ai été estomaqué par l'âge des défenseurs. La duchesse n'avait pas hésité à mettre tout le monde sur le front. Mais je n'étais pas là pour juger. De toute façon, si le village venait à tomber, les machines n'épargneraient personne. « Maëlia, je vous dois la vie, » ai-je dit sur un ton un peu empoulé. « Le moins que je puisse faire, c'est vous aider. » Ethelstan m'a fait un signe de tête. Il n'aurait pas aimé devoir partir en laissant les 2 gamins se battre seuls, même si nous nous doutions bien que cette scène devait se répéter dans beaucoup des maisons qui bordaient la route. Pas le temps de nous poser la question. Les premières machines déboulaient déjà sur la voie pavée dans un désordre presque total qui contrastait avec celui des troupes de la demeure des princes. Beaucoup d'entre elles étaient abîmées, mais encore fonctionnelles. Elles fonçaient tout droit, visant probablement le fortin central, de manière assez prévisible. Trop prévisible face à une stratège comme la comtesse Prestevant. Dès que les machines ont été apportées, j'ai brandi une lance et constaté que sa pointe était garnie d'un explosif. J'ai eu un sourire carnassier. « Attendez un peu !» a dit Maëlia. J'ai obtempéré et attendu son ordre. Il n'est venu qu'une fois la colonne de machines presque arrivée à la barricade qui délimitait le second cercle de défense. Les lances explosives et les grenades se sont mises à pleuvoir depuis les fenêtres de presque tous les bâtiments. La vision était à la fois magnifique et terrifiante. J'étais heureux de ne pas être l'ennemi de la demeure des princes. Malgré ses plus faibles effectifs, je suspectais Lorica Prestevant de pouvoir renverser le duc si elle l'avait vraiment souhaité. La rue s'est transformée en fournaise, et les machines décimées par les flammes et les déflagrations se sont dispersées, se collant au mur des 2 côtés pour essayer de se protéger. J'ai lancé plusieurs lances, mais l'imposant semeur que je visais avait trouvé refuge dans l'entrée de notre bâtiment, tout juste hors de portée. Ethelstan s'est précipité dans les escaliers. « Non !» a crié Maëlia. « Ne vous inquiétez pas, il sait ce qu'il fait, » l'ai-je rassuré en espérant que j'avais raison. Des bruits de combat ont aussitôt retenti au rez-de-chaussée, et j'ai fait en sorte que le capitaine n'ait que cette machine à affronter. Toutes celles qui s'approchaient goûtaient de mes lances, jusqu'à ce qu'un gardien particulièrement agile réussisse à sauter depuis un lampadaire à flamber, vers la fenêtre où se tenait Randall. Ses pattes se sont agrippées au rebord, laissant de profondes traces de griffes, et sa gueule a essayé de happer le visage du gamin. Il y est presque arrivé, laissant une plaie impressionnante mais peu profonde sur le front de sa victime. Maëlia s'est précipitée, mais j'ai bondi au milieu d'eux, poussant à grands coups d'épaule la jeune femme d'un côté et son frère de l'autre. Ça m'a déséquilibré, et la machine a pu porter le premier coup. J'ai senti un violent choc au niveau de la poitrine et j'ai eu le souffle coupé. Pas grave, pas le temps de m'en préoccuper si je ne voulais pas subir une autre attaque dans la foulée. J'ai lancé une bille d'acide à la main, sans me servir de ma fronde. À cette distance, ce n'était pas vraiment utile. Le capteur oculaire s'est mis à fondre, en jetant des gerbes d'étincelles, et j'ai planté ma lance dans le métal affaibli. Le gardien s'est effondré au moment où Ethelstan remontait. « Ça va ?»« Tranquille !» ai-je soufflé avec difficulté.
Le Summer n'est plus un problème, mais les flammes dans la rue risquent de se propager au bâtiment. » Maëlia, penchée sur son petit frère, les larmes brillant dans ses yeux, s'est retournée vers nous. « C'est prévu !» a-t-elle sangloté. Le capitaine s'est approché de Randall et s'est penché sur lui à son tour. Rapidement, il a eu un petit sourire. « Mais rien du tout, mon gars !» s'est-il exclamé avec emphase. « Ça saigne pas mal, mais ce n'est pas grave, ça va juste laisser une belle cicatrice. Le genre de cicatrice qui plaît aux filles autant qu'aux garçons. » Je crois que c'est de la fierté que j'ai vu briller dans les yeux du gamin, et du soulagement dans ceux de sa sœur. « Venez !» a-t-elle ordonné après avoir jeté un coup d'œil dans la rue. « Prenez quelques grenades et suivez-nous !» Elle nous a conduits dans la pièce suivante, où une échelle permettait de monter sur les toits terrasses. Presque tous les bâtiments de la demeure des Princes avaient des toits plats, et ils avaient été reliés les uns aux autres par des passerelles construites à la va-vite. Ethelstan a lancé 2 grenades à flamber sur un gros cracheur qui se traînait sur une patte blessée, avant de siffler d'un air impressionné en admirant le carnage. « Eh bah, je suis ravi que la comtesse Lorica Prestevent soit de notre côté. Je n'aimerais pas avoir à l'affronter. » Nous avons suivi les 2 jeunes gens qui marchaient sur les étroites passerelles d'un pas assuré, plus assuré que le mien en tout cas. Je n'ai pas peur des hauteurs en général, mais dans ce cas précis, nous marchions tout de même au-dessus d'une armée de machines qui se débattaient dans une mer de flammes. Nous avons dépassé les barricades, encore tenues par des soldats en armes qui repoussaient leurs ennemis avec une rage impitoyable. Il y avait des corps au sol et des bâtiments qui avaient été pris d'assaut avant que leurs occupants n'aient eu le temps de fuir. Tout le monde n'avait pas la chance de s'en sortir indemne, mais les cadavres mécaniques étaient bien plus nombreux que ceux des êtres humains. J'ai vu la comtesse qui se battait au milieu de ces hommes, avec une férocité qui n'avait rien à leur envier. Comme si elle avait senti le poids de mon regard, elle a levé les yeux vers moi au moment où je passais entre 2 bâtiments. Elle m'a fait un signe de tête, calme et posé, comme 2 connaissances qui se croisent au marché, avant de se remettre au combat. Je voyais une foule d'autres personnes qui couraient sur les toits, penchées en avant pour ne pas faire des cibles trop faciles, et la majorité d'entre eux n'avaient pas 16 ans. Des jeunes, quelques personnes âgées, des gens qui boitaient, et même un qui était amputé du bras, tous ceux qui ne pouvaient pas se battre pied à pied avec les machines avaient été affectés au bâtiment. Il ne devait pas y avoir beaucoup d'habitants de la demeure des Princes qui n'étaient pas en train de se battre d'une manière ou d'une autre. Dès qu'ils ont tous été à leur poste dans le second anneau du village, la comtesse a ordonné le repli des troupes. Il était temps, les barricades étaient sur le point de céder. Mais malgré les premières machines qui réussissaient à passer, la retraite s'est à nouveau effectuée en bon ordre, et les soldats, ne laissant qu'une faible partie d'entre eux gisant sur les pavés, se sont à nouveau retranchés derrière de larges obstacles soudés grossièrement, les derniers avant la place centrale. De nouvelles lances et de nouvelles grenades nous attendaient dans une chambre qu'on n'avait même pas pris la peine de débarrasser. Il était un peu surprenant de se battre aux côtés d'un lit défait sur lequel traînait encore la robe de nuit d'une inconnue. Mais nous n'avons eu que peu de temps pour songer à cette incongruité. La bataille nous a aussitôt rattrapés. À nouveau, nous avons lancé des grenades incendiaires et des lances explosives, tout en prenant soin de protéger Maëlia et Randall qui s'essuyait rageusement les yeux pour se débarrasser du sang qui lui coulait le long des paupières. Ethelstan le couvait des yeux comme si c'était son propre fils. Nous avons dû repousser un furtif qui a tenté de monter les escaliers pour nous prendre à revers. Heureusement, mon focus nous a permis de le repérer avant qu'il ne déboule dans la chambre, et nous avons réussi à le coincer dans l'escalier, où l'étroitesse le désavantageait. Il ne pouvait pas nous contourner, ni même se servir de son système de camouflage, et nous avons réussi à l'abattre à l'usure. « Faut qu'on y aille !» nous a crié Maëlia à l'instant où il s'est enfin écroulé. La fatigue se faisait sérieusement sentir. Ethelstan et moi, nous étions couverts de sueur et de blessures superficielles, éreintés par l'effort autant que par la chaleur intense qui montait des rues, essoufflés par la bataille et par les fumées lourdes et toxiques qui imprégnaient l'air, mais nous avons suivi, de plus en plus impressionnés par la force d'âme des 2 enfants. Le capitaine a donné une tape sur l'épaule de Randall qui s'essuyait à nouveau les yeux. « C'est chiant, hein ?» lui a-t-il lancé avec un clin d'œil. « J'y vois tout rouge !» a grommelé le gamin, sans réussir à dissimuler la fierté que lui inspirait l'attention de l'imposant guerrier. Cette fois,
Il n'y avait plus d'habitation à rejoindre. Le centre du village était une grande place sur laquelle n'étaient installées que des tentes et des abris légers qui servaient au marché. Seul le fortin dominait l'endroit de sa massive présence. Ethelstan et moi nous sommes arrêtés devant les portes épaisses que s'apprêtaient à passer Maëlia et Randall. « Allez-y, leur ai-je dit, mettez-vous à l'abri. Nous, on va rester là pour nous battre avec les soldats. » Le petit frère ouvrait la bouche pour protester, mais Ethelstan a pointé sur lui un doigt autoritaire. « Randall le guerrier, je compte sur toi pour nous couvrir. » Maëlia nous a fait un sourire de remerciement et ils ont disparu dans le fortin. J'ai poussé un soupir de soulagement. Ils étaient à l'abri, et à ce moment précis, c'était la seule chose qui m'importait. Le capitaine m'a donné une tape sur l'épaule. « Allez, allons finir ça !» a-t-il clamé de sa grosse voix. À peine avait-il fini sa phrase qu'un corps désarticulé a volé devant nous et s'est écrasé en laissant une longue trace de sang sur le sol. Le bruit caractéristique d'un canon à répétition a tonné, et un autre s'est effondré, la poitrine réduite en charpie par les tirs du corrupteur. La plupart des machines étaient détruites, même l'une des gueules de scie manquait à l'appel, mais le corrupteur et son dernier soldat d'élite pénétraient sur la place, chacun de leurs pas fendant les pavés. J'ai chargé ma fronde d'une bille d'acide, et j'ai visé le canon cylindrique qui se tournait déjà vers sa prochaine cible. Ethelstan a chargé le dernier gueule de scie, en poussant un rugissement bestial. Les lances tombaient depuis le toit du fortin, mais les défenseurs n'osaient pas utiliser les explosifs de peur de nous toucher. Ils avaient raison, mais ça rendait leur action peu efficace. Si ça déconcentrait un peu les dernières machines que nous avions à affronter, c'était toujours ça de prix. Une bille d'acide n'a pas suffi à arrêter le canon du corrupteur qui a abattu une nouvelle victime avant de se tourner vers moi. Il se rendait bien compte que ma petite fronde lui faisait des dégâts importants et il a décidé de me faire taire. J'ai tiré une troisième et dernière fois avant de plonger à couvert derrière un étalage de fruits et légumes. À couvert, c'était vite dit. Les balles du canon passaient à travers le maigre obstacle comme s'il n'était pas là, et je me suis retrouvé entouré d'éclats de bois et de nourriture qui volaient dans tous les sens. J'ai rampé pour m'éloigner de la zone touchée. Au moins, le corrupteur ne me voyait plus, et j'ai sorti la tête à l'autre bout pour tirer une quatrième bille d'acide sur la tourelle qui m'arrosait de projectiles. Une balle s'est coincée dans le canon déformé, et il a enfin explosé, laissant un gros trou dans le corps de la machine. J'ai vu Ethelstan et un groupe de soldats dispersés par la charge du gueule de scie. Plusieurs d'entre eux ne se relevaient pas. J'ai reporté mon attention sur mon adversaire. Sa queue a fait un large arc de cercle et a frappé l'un des étalages, projetant des shrapnels acérés vers moi. J'ai eu juste le temps de me laisser tomber à nouveau derrière mon fragile couvert, qui a arrêté une bonne partie des projectiles. Seul un long éclat de bois l'a traversé et s'est planté dans ma cuisse, m'arrachant un cri de douleur et de colère. Une large vague de flammes ardentes m'a soudainement environné. La seule raison pour laquelle je n'ai pas été carbonisé sur place, c'étaient les derniers vestiges du vendeur de fruits. Mais il ne tiendrait pas longtemps avant d'être définitivement réduit en cendres. L'odeur de pommes caramélisées qui se mêlait à celle de la flambée était presque agréable. J'ai cherché une échappatoire, mais je ne voyais rien d'autre qu'un torrent de feu qui me bloquait la vue. La chaleur était insoutenable et je n'arrivais plus à respirer. Chaque inspiration me brûlait les poumons sans m'apporter la moindre parcelle d'oxygène. Une clameur a retenti sur la place et la fournaise s'est enfin calmée. Il n'y avait presque plus rien pour me protéger, juste un petit tas de débris informes qui terminait de se consumer. Je m'en suis éloigné en toussant et en boitant, battant des paupières pour évacuer la fumée qui me brûlait les yeux. J'ai aperçu la comtesse Prestevent, à la tête d'un groupe de soldats qui avaient chargé le corrupteur par derrière. L'un d'eux avait été transpercé par la queue fulgurante de la machine de combat, et j'ai chargé une bille de givre-lymphe en poussant un cri de rage pure. Je voulais la paix, je voulais la justice, je voulais la vengeance. J'ai tiré à la base de la queue, une bille, 2, 3, jusqu'à ce qu'elle soit totalement immobilisée. J'ai vu Lorica, dans son armure noire, couverte de sang, d'huile et de cendre, sauter en levant sa longue lance au-dessus de sa tête.
Elle a frappé comme avec une massue, juste à l'endroit que j'avais gelé. Son arme a sifflé et l'acier a explosé comme du verre. Le corrupteur s'est retourné, son corps pivotant librement sans qu'il n'ait à bouger ses appuis, et le lance-flamme s'est braqué droit sur elle. Elle s'est jetée entre les pattes de la créature sans hésiter un seul instant, et la vague de feu lui est passée juste au-dessus de la tête, frappant sans pitié l'un des hommes qui l'accompagnait et qui n'avait pas réagi assez vite. J'ai couru dans le dos de la machine, notant inconsciemment qu'Ethelstan et l'autre groupe de soldats étaient en train de venir à bout du dernier gueule de scie qui s'était écroulé au sol, incapable de se relever, mais qui essayait encore d'attraper ses adversaires avec ses mâchoires aux dents tournoyantes. J'ai pris appui sur l'une des jambes du corrupteur pour me lancer sur son dos, pendant qu'il se tournait pour essayer d'atteindre la comtesse qui se démenait pour ne pas se faire écraser. J'ai cherché une faiblesse, mais la machine était conçue pour le combat et les plaques de blindage recouvraient toute sa structure. Au moment où je m'apprêtais à abandonner cette idée et à sauter au sol pour trouver un autre angle d'attaque, une petite icône bleutée a attiré mon regard. C'était une interface de maintenance, une trappe d'accès dont l'ouverture ne pouvait être commandée qu'à distance. J'ai tenté le tout pour le tout et ordonné l'ouverture. L'icône est devenue verte. Adélaïde avait encore des lacunes en programmation, où elle ne s'attendait pas à ce que l'un de ses adversaires possède lui aussi un focus. Le corrupteur avait reconnu mon ordre comme celui d'un ami. Un battant d'une 50aine de centimètres de large s'est ouvert avec un clic sonore, me laissant apercevoir des circuits électroniques que je n'ai pas essayé d'identifier. J'ai frappé de la pointe de ma lance sans me poser la moindre question, et le corrupteur s'est aussitôt effondré sur lui-même, ses 4 pattes cédant en même temps. Une bouffée d'angoisse m'a balayé. La comtesse était sous le monstre qui devait peser au moins 20 tonnes. J'ai sauté au sol et je me suis retourné pour voir Lorica Prestevant se relever en s'époussetant. Elle avait réussi à rouler sur elle-même pour ne pas être écrasée sous le poids colossal de la machine de combat. « Prévenez-moi la prochaine fois », m'a-t-elle lancé. J'ai blanchi violemment, mais j'ai vu les autres soldats autour d'elle sourire, et Ethelstan m'a frappé dans le dos, provoquant une nouvelle quinte de toux. Il allait vraiment falloir que je lui dise que je n'avais pas sa stature. Harel n'est pas très doué pour la communication ou pour l'ironie, a-t-il dit en riant. Le silence était retombé sur la place, les machines étaient vaincues et les soldats souriaient. La comtesse plaisantait. J'ai soupiré à mon tour et je me suis laissé tomber sur les fesses, soudainement rattrapé par l'épuisement. Lorica Prestevant, infatigable, acclamait d'une voix qui portait jusqu'au fortin. « Tous les hommes et les femmes valides, aux réserves d'eau, on forme des chaînes humaines et on éteint les départs de feu !» J'ai poussé un long soupir en me relevant. La bataille contre les machines était terminée, mais celle contre les flammes ne faisait que commencer. Elle promettait d'être longue et éreintante, mais heureusement beaucoup moins dangereuse.